Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce webinaire organisé par l'Association des professionnels de la finance digitale DFI Bénin et qui aura pour thème comment bâtir des systèmes d'identification de base fiables et inclusifs pour le développement des services financiers en Afrique. Donc, le choix de ce thème est issu d'une réflexion menée par les membres de l'Association DFI Bénin qui ont suivi l'évolution des indicateurs d'inclusion financière au Bénin de l'année 2017 à l'année 2020 et dont les chiffres connaissent une croissance depuis le démarrage d'une opération d'identification de la population béninoise en novembre 2017 par un procédé biométrique. Donc, il est important de souligner le coup d'accélérateur donné par une loi votée par l'Assemblée nationale du Bénin portant enregistrement à titre dérogatoire au registre biométrique du Bénin, ce qui a permis à 2 500 000 Béninois qui n'avaient aucune pièce d'identité, c'est-à-dire même pas un acte de naissance, de pouvoir disposer désormais d'un certificat d'identification personnelle et donc d'avoir la possibilité de disposer d'un compte auprès d'une institution financière, que ce soit un opérateur mobile money, une microfinance ou une banque. Donc, ce certificat d'identification personnelle permet désormais à des centaines de personnes, voire milliers au Bénin, d'accéder à un programme de microcrédit appelé microcrédit à l'AFIA et de pouvoir disposer d'un historique de remboursement qui leur permettra d'accéder à des montants plus élevés. Donc, pour information, le montant du microcrédit à l'AFIA est de 50 000 francs par bénéficiaire. Donc, dans le même temps, le Bénin vient d'achever une opération de recensement biométrique de ses artisans qui, selon les statistiques, représentent un quart de la population du pays. Donc, ainsi, la constitution des registres biométriques gérés par l'Agence nationale d'identification des personnes, donc l'ANIP du Bénin, elle permettra aux citoyens béninois et surtout aux anciens exclus du secteur financier de pouvoir accéder à des programmes sociaux, à des services administratifs et à des services financiers. Donc, la discussion d'aujourd'hui consistera pour nous à mettre en lumière le rôle accélérateur des systèmes d'identification de base sur l'inclusion financière. Donc, ce webinaire sera modéré par moi-même, Maxime Lokossi, secrétaire général adjoint de l'association, et par mon collègue et ami Eric Arouinde, qui est trésorier général. Eric, bonjour. Bonjour Maxime, bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi de modérer ce webinaire avec toi. Mais tu as oublié de dire que tu as été le point focal de toute cette organisation. Merci, c'est un travail de groupe et le mérite revient à toute l'association. Merci quand même. Merci. Donc, c'est un véritable honneur pour nous de recevoir sur ce webinaire d'éminents acteurs de l'écosystème du digital et du secteur financier du Bénin et de l'UEMOA. Donc, l'association Par ma voix a le plaisir de recevoir Monsieur Herbert Assoba, qui est responsable des partenariats à l'Agence nationale d'identification des personnes, l'ANIP du Bénin. Monsieur Assoba, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Et nous avons également sur ce webinaire Monsieur Adamo Sambaré, qui est directeur général de Crédit Info West Africa, donc le bureau d'information sur le crédit de l'UEMOA. Monsieur Sambaré, soyez le bienvenu sur ce webinaire. Merci, bonjour. Merci. Alors, avant de démarrer, nous allons donner la parole au secrétaire général de l'association pour son mot de bienvenue et nous permettre d'ouvrir la discussion. Donc, je voudrais donner la parole à notre secrétaire général, Jires Avocandoto. Merci Maxime. Bonjour à tous, mon nom c'est Jires Avocandoto. Je suis le secrétaire général de l'Association des professionnels de la finance digitale DFI Bénin et c'est pour moi un honneur de lancer ce webinaire ce matin qui se tient sous l'égide de notre association et qui depuis un certain temps déjà nous a permis donc de réunir des experts de grande valeur et de divers horizons sur des thématiques assez pertinentes, donc de la finance digitale, mais ayant trait à l'actualité que nous vivons tous. Alors, sans rentrer dans les détails, je voudrais simplement rappeler que l'objectif principal de notre association, c'est d'abord et avant tout la promotion de la finance digitale. Et cette promotion passe également par l'organisation de webinaires de haut niveau, comme celui que nous sommes en train de suivre là ce matin, et donc qui vient en réalité clôturer l'année 2021, l'année en cours. Donc, c'est le tout dernier webinaire que nous ferons cette année.
Alors, en dehors de la promotion de la finance digitale, nous intervenons également dans le domaine de la formation. Maxime l'a évoqué un peu tout à l'heure, avec des modules qui sont taillés sur mesure et adaptés donc au quotidien de chacun. N'hésitez donc pas à nous contacter pour renforcer vos compétences, pour former vos collaborateurs ou pour tout simplement adhérer à notre association afin de bénéficier des nombreux avantages qui s'y trouvent. Je vais demander donc à Maxime de nous dérouler la vidéo de présentation de notre association afin d'illustrer un peu les propos que je viens de tenir jusque-là. Maxime, tu as la parole. Merci. Donc, je voudrais prier l'ensemble des panélistes de bien vouloir désactiver leur vidéo pour nous permettre de jouer cette vidéo. Merci. The Benin Association of Digital Finance Professionals, DFI Benin in short, is comprised of volunteers from different educational and professional backgrounds, including banking, telecoms, fintechs, regulatory bodies, insurance companies, and so on and so forth. We are all trained at DFI and are holders of the certificate in digital money at a minimum. And we are centered around a common goal, which is the promotion of financial inclusion in the country, in the sub-region, and internationally. If you have an interest for digital finance, I strongly encourage you to join DFI Benin, which happens to be part of the Alliance Group. The Alliance Group is a group of digital finance practitioner associations from across the globe. And as a matter of fact, Benin and Senegal are the only Francophone founding members of the Alliance Group. By joining DFI Benin, you actually join a global league of digital finance practitioners from the 5 continents, which offers a great deal of opportunities in terms of networking, education, and career advancement. Institutions and corporations are not left alone. You are also welcome to enroll your staff by enrolling them to the various online digital finance training sessions offered by DFI. C'est bon. Jires, tu as la parole. Alors, merci Maxime pour l'élément vidéo. C'est une vidéo qui nous aura davantage édifié sur les raisons d'être même de notre association. Et avant de retourner la parole donc au modérateur pour démarrer le webinaire, je voudrais saluer votre disponibilité, chers participants, celles et ceux qui nous ont toujours soutenus, mais également celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois ce matin. Et je formule donc l'espoir que chacun puisse tirer le meilleur profit du partage d'expérience de nos éminents panélistes, que je salue fortement au passage. Et donc, c'est sur cette note d'espoir que je déclare ouvert le tout dernier webinaire de cette année 2021. Je vous remercie. Cher modérateur Maxime Eric, je vous retourne la parole. Merci Jires. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Mais avant, j'aimerais rappeler quelques consignes à l'endroit de nos participants. D'abord, que ce webinaire sera enregistré et publié sur les pages de l'association, sur YouTube et également sur le site du Digital Frontier Institute. Nous aurons une discussion qui durera environ 1 heure et les participants pourront poser leurs questions via le chat box. Alors, nous aurons un webinaire qui va être structuré autour de 3 axes. Donc, dans un premier axe, nous nous évertuerons à faire une présentation de l'ANIP, donc de l'Agence nationale d'identification des personnes et du Bureau d'information sur le crédit, faire un état des lieux de l'identification des populations et des clients du secteur financier de l'UEMOA. Nous verrons également en axe 2 quelle est l'adéquation entre les projets d'identification de la population avec les besoins
de la population pour l'inclusion financière. Et en axe 3, nous allons faire le point des perspectives pour une meilleure inclusion financière des populations nouvellement enregistrées sur les registres biométriques des pays de l'UEMOA. Donc, nous allons ouvrir la discussion. Donc, comme je le disais, ce webinaire sera co-modéré avec Eric Aroinde. Donc, pour lancer la discussion, j'aimerais me tourner vers M. Asogba. Donc, la première question que nous avons pour vous est de savoir si vous pouvez nous faire un petit état des lieux de la situation avant 2017, de l'identification des populations au Bénin, et nous dire pourquoi le Bénin a procédé au recensement biométrique en 2017. Merci beaucoup, merci à vous. C'est vrai qu'avant l'avènement du gouvernement de la rupture, bien avant 2017, la situation en matière d'identification des personnes au Bénin était caractérisée par la situation de l'état civil. Comme vous le savez si bien, avec une pièce d'état civil, par exemple l'acte de naissance, on pouvait aller se faire délivrer une pièce d'identité un peu partout. Et vous pouvez aller retirer une pièce d'identité à Parakou, par exemple, sous un faux état civil. Donc, vous pouvez venir à Cotonou ici, sous différents états civils, retirer une autre pièce d'identité. Donc, la situation permettait d'avoir une duplication d'identité. Par ailleurs, vous pouvez également usurper l'identité d'une autre personne et avoir une autre pièce d'identité. Donc, c'est dire que c'est sur le fondement de l'état civil, donc de la pièce de l'acte d'état civil, donc l'acte de naissance, que l'individu obtenait sa pièce d'identité. Donc, au vu de cela, nous pouvons dire que c'est une situation qui n'était pas du tout fiable, étant entendu que nous connaissons très bien comment on pouvait se faire délivrer un acte de naissance. Donc, voilà la situation avant 2017. Et le Bénin a voulu faire table rase de tout cela en disant qu'il nous faut un système d'identification fiable, donc fondé sur la biométrie. C'est ce qui a conduit à l'opération d'enrichissement massif de la population que nous avons dénommée RAVIP, qui est un recensement administratif à vocation d'identification de la population, qui nous a permis d'ailleurs d'enregistrer dans une base de données environ 10 500 000 personnes. Donc, une base de données biométrique. Voilà à peu près ce qu'il y en est. Et c'est l'objectif du premier recensement biométrique de la population béninoise, qui est d'ailleurs fondé sur une loi, la loi 2017-08 du 19 juin 2017, portant identification des personnes physiques en République du Bénin. Merci, M. Asogba, pour cet état des lieux qui est quand même très, très clair, assez exhaustif. J'aimerais me tourner maintenant vers le DG du Crédit Info West Africa, le bureau d'information sur le crédit, afin que vous puissiez, M. Sambaré, nous faire une genèse de la création du bureau d'information sur le crédit. Pourquoi, et aussi nous dire pourquoi l'identité numérique est importante pour l'inclusion financière. M. Sambaré, vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Donc, bonjour, chers participants. Pour moi, c'est l'opportunité vraiment d'échanger avec les panélistes sur un sujet qui nous intéresse au plus haut niveau. Comme vous le savez, donc, le bureau d'information sur le crédit dans les pays de l'UEMOA a été donc créé pour répondre à une problématique importante qui est le financement de nos économies par le secteur bancaire et financier. On était parti du constat que nos institutions financières, donc, accordent moins de crédit à l'économie et quand on compare les ratios de financement de taux d'encours de crédit sur le produit intérieur brut donc, de nos pays, à l'époque, ça s'élevait donc en 2012-2013. Ce chiffre tournait autour de 20-25%. Ce ratio, alors que dans d'autres pays, ce ratio est pratiquement de 100%, voire même 200%, pour dire à quel point le crédit est important pour l'économie, puisque c'est l'élément qui permet donc aux entreprises de disposer des ressources
pour faire donc des investissements. À partir donc de ce constat, donc les deux hautes autorités de l'Union ont mandaté donc la Banque centrale pour adresser cette problématique. Et bien entendu, il y a des séminaires donc, de haut niveau qui ont été mis en place. Et à partir de là, il est ressorti que la difficulté principale que les banques ont à financer les porteurs donc, de projets, c'est la disponibilité de l'information, c'est l'asymétrie d'information, parce que les institutions financières n'ont pas une bonne connaissance de leurs clients et par conséquent, il est tout à fait naturel qu'elles soient frileuses à pouvoir accorder du crédit, parce que même dans la vie de tous les jours, on ne peut prêter qu'à celui qu'on connaît. Et de là, donc, il y a une loi donc, uniforme qui a été adoptée par le Conseil des ministres de l'UEMOA en juin 2013. Et cette loi, naturellement, devra être adoptée dans les différents parlements au niveau de chaque pays et promulguée par les gouvernements pour que le dispositif puisse entrer en vigueur. Donc, de 2014 jusqu'en 2017, c'était la phase donc, de mise en place du cadre réglementaire, du cadre légal et réglementaire. Donc, les premiers pays l'ont adopté donc, en 2014 et le Bénin donc, a adopté la loi en 2017. Donc, cela a permis donc, le déploiement du BIC de manière progressive dans les différents pays de l'Union au fur et à mesure que la loi donc, est promulguée. Et donc, je crois que par rapport à la problématique de l'identification, je crois que M. Assogba l'avait indiqué tout à l'heure, dans nos pays, on a quand même des états civils qui ne sont pas très fiables, où le numéro de pièce d'identité, il n'y a pas d'unicité, mais également aussi à la diversité des pièces d'identité qui sont utilisées par le secteur bancaire et financier pour pouvoir identifier leurs clients. Cela peut aller donc de la carte d'identité, au passeport, au permis de conduire, à la carte d'électeur, à la carte consulaire, à la carte de séjour pour les étrangers, puisque nous sommes quand même dans une zone fortement intégrée, où on a des populations donc, qui se déplacent d'un pays à l'autre et qui s'installent. Bien entendu, cela crée une complexité assez importante en matière donc, de connaissance du client, mais également aussi d'identification de ces clients, parce que généralement, les pièces ne sont pas suffisamment normalisées, même si par ailleurs, au niveau donc, de la CEDEAO, il y avait vraiment le négorien, c'est de pouvoir un compte dans une banque, il est identifié avec sa carte nationale d'identité. Ailleurs, on peut utiliser la carte, je sais pas moi, le permis, et souvent, pour peu qu'il y a donc des changements, ou bien les séries également, avec lesquels les gens saisissent donc ces informations. On peut avoir donc souvent des différences. Et il est important, en tant que bureau d'information sur le crédit, de pouvoir, comment dirais-je, agréger tout l'historique de crédit d'une personne ou de ses paiements à partir de différentes sources. Et les sources, bon, aujourd'hui, nous avons les banques, les SFD, les institutions de microfinance, mais également les grands facturiers, les sociétés de l'électricité qui fournissent des données, et chacune de ces entités a une façon particulière d'identifier ses clients. Et c'est un même client, donc il faudrait permettre donc d'identifier ce client de manière, en tout cas, sans équivoque, pour que l'information que nous allons retourner donc, aux institutions qui sont utilisateurs donc, de nos produits, pour pouvoir faire cela, nous pensons que l'identité numérique constitue une avancée importante, puisque ça nous permettra d'avoir des informations fiables. Voilà, monsieur, aussi en introduction, ce que je pouvais dire. Donc, nous aurons l'occasion de revenir sur certains aspects au fil donc, de ce webinaire.
Merci, monsieur Sambaré. Déjà, sur ce premier tour de questions, je retiens que l'identité numérique aura un rôle déterminant, en fait, hein, puisque dans ce sens qui permettra de pouvoir fournir des informations de ça. On pourra s'appuyer, en fait, sur ces systèmes d'identification biométrique pour pouvoir fournir des informations fiables. C'est ce que je voudrais retenir de ce premier round. Et je m'en vais laisser la parole à mon co-modérateur Eric, justement pour poursuivre le tour des questions. Eric, tu as la parole, s'il te plaît. Merci, Maxime. Quand je prends les propos de nos deux panélistes, le constat est clair. Avant 2017, il y a multiplicité d'identités. Je peux avoir plusieurs cartes d'identité avec différents noms. Ma question va à l'endroit de M. Assoba. M. Assoba, quelles sont les difficultés rencontrées dans la mise en place du projet d'identification de la population? Merci beaucoup. Merci à vous. C'est vrai que la première difficulté a été constatée notamment lors de la phase d'enrôlement biométrique, où des politiciens, évidemment, s'y sont mêlés pour dire que le recensement a opéré. C'était un recensement à visée politique, donc ils ont tenté de démobiliser la population. Mais au final, nous avons quand même constaté qu'une frange importante de la population s'est fait enrôler. Ça, c'était la première difficulté. Et l'autre difficulté, c'est dans l'opérationnalisation de la base de données du registre national des personnes physiques. Il y a toujours, les gens ont pensé que nous étions dans l'ancien système, et donc pour demander des pièces d'identification, ils passaient par derrière pour se faire enrôler une deuxième fois sous une autre identité. Mais il se fait que, étant entendu que les documents que nous délivrons sont basés sur l'identité biométrique, ils se retrouvent coincés dans le système. Donc, le système les remonte à la surface pour dire cette personne-là s'est fait déjà enrôler une fois, voilà, sous telle identité, et à présent, il s'est fait enrôler sous telle autre identité. Mais pour ces cas, généralement, nous les confions à la Direction nationale de la surveillance du territoire pour les procédures judiciaires. Parce que quand c'est prouvé que vous voulez attenter au système dans le but de frauder, nous vous remettons aux instances judiciaires qui s'occupent généralement de ces cas-là. Donc voilà les difficultés auxquelles nous sommes généralement confrontés, mais il y a d'autres difficultés parce que lors du recensement, nous avions également enrôlé des personnes qui ont déclaré être de nationalité étrangère. Mais quant à l'opérationnalisation du registre, ils ont compris qu'à partir de ce même système, nous délivrons des actes de naissance, les mêmes personnes reviennent, se font enrôler sous témoignage, bien entendu, en prétestant être des Béninois, mais ces cas, c'est généralement des cas de contentieux. Et quand nous n'arrivons pas à sortir leurs documents, ils disent non, qu'ils se sont fait enrôler depuis, mais qu'ils n'arrivent pas à retrouver leurs actes. Mais quand ils viennent vers nous, nous leur disons, oui, voilà, mais vous ne pouvez pas être né à la fois dans deux pays. Et une première fois, vous vous êtes fait enrôler en prétestant être, par exemple, de nationalité togolaise, mais vous êtes fait enrôler une deuxième fois à telle date, et sous témoignage en prétestant être des Béninois. Bon, parfois, nous comprenons bien, mais nous ne pouvons pas donner satisfaction, à moins que la personne aille nous chercher un certificat de nationalité dans ce cas. Voilà généralement les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Parce que, bon, les gens ont toujours en esprit qu'un système biométrique est facilement fraudable. Or, ce n'est pas le cas. Merci, M. Assoba. Quand vous me suivez bien, je souriais parce que dans la tête du Béninois, on peut passer par tous les moyens pour obtenir ce qu'on veut. Merci, M. Assoba. Ma question ira vers M. Sambaré parce que si on veut améliorer les choses, il faut toujours le changement. Ces changements sont difficiles à atteindre. Monsieur Sambaré, quelles sont les difficultés rencontrées par le Bureau d'information sur le crédit dans son déploiement? Merci, Monsieur Aoudé. Comme je l'avais dit en introduction, le Bureau d'information sur le crédit, effectivement, a besoin d'un cadre légal et réglementaire pour opérer. Donc, l'adoption, par exemple, de ces textes réglementaires constitue également une difficulté parce que, comme vous l'avez dit, c'est un projet qui avait été lancé donc, depuis 2014.
et le temps que les textes soient adoptés, donc ça a pris un certain temps. L'autre problème, c'est également aussi, je crois que vraiment c'est fortement lié au sujet du jour, hein, c'est la problématique de l'identification. Parce que on a des contributeurs divers. Donc, nous avons les banques, les institutions de microfinance, les grands facturiers. Et comme je le disais, chacun a une façon particulière d'identifier donc son client. Ça peut être un numéro d'abonnement. Parfois, comme M. Assegoual l'avait indiqué tout à l'heure, il y a des personnes qui n'ont même pas de, comment dirais-je, d'acte de naissance ou de jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance. Donc, parfois, on essaie souvent de faire avec les moyens du bord. Et ça fait que, au finish, l'information, parce que bon, en tant que bureau d'information sur le crédit, on a un certain nombre de règles donc strictes de contrôle pour s'assurer que l'information que nous recevons est une information de qualité. Le fait de mettre en place donc ces contrôles peut amener beaucoup donc de rejets dans le cadre donc par exemple de l'alimentation de la base. Parce que même quand par exemple des numéros de pièces d'identité existent, parfois les personnes qui saisissent donc ces données au niveau des institutions de crédit ne mettent pas souvent toute la rigueur requise dans la saisie des informations d'identification. Et parce qu'au-delà du numéro de la pièce d'identité déjà qui n'est pas unique, souvent, tout à l'heure, donc, M. Okossi parlait souvent donc, des gens, par exemple, qui ont plusieurs prénoms ou quand même des pays même où le nom, souvent, le nom de famille, c'est le prénom du père. Donc, vous voyez, il suffit, par exemple, d'inverser ces informations pour que ça devienne une personne différente. Et de l'autre côté, un numéro de pièce d'identité, parfois, c'est juste un numéro séquentiel lié à l'organisme qui a eu à émettre donc, la pièce d'identité sur l'année. Donc, quelqu'un peut prendre juste le numéro de séquence, ça met toutes les informations qui permettent d'avoir une meilleure identification. Du fait donc vraiment de cette multiplicité de sources de données, de pièces aussi qu'il faut prendre, nous avons dû mettre en place, comment dirais-je, soit peut-être quelque part, alléger les informations. J'ai l'impression qu'on a perdu M. Sambari. Voilà, donc je disais, effectivement, il y a, on a dû, par exemple, pour des questions, collecter les informations et puis peut-être après, travailler sur la qualité des données parce que sans quoi, dans certains cas, on serait amené à avoir des taux de rejet qui pourraient être très importants. Et bien entendu aussi, le fait que le BIC soit quelque chose de nouveau, ce n'est pas dans la culture de nos pays où on décide donc de partager donc ces informations aussi importantes telles que les informations de crédit. Vous savez, par exemple, dans certaines sociétés, quand le fait même de prendre un crédit, c'est un peu, socialement, c'est un peu mal vu et à plus forte raison que ces informations soient publiées et portées à la connaissance de tout le monde. Et dans certains cas même, pour des facteurs donc, sociaux, religieux, les gens, par exemple, n'aiment pas prendre du crédit. Et tout ça, mais bien entendu, donc c'est quelque chose qui est encadré par la loi, notamment par le consentement que le client de chaque institution devra donner à sa structure pour que cette structure puisse partager ces informations. Et donc, bon, le consentement donc, qui a pour but donc, de protéger le client, mais par le biais donc, de la protection des données personnelles, ce consentement, souvent, les établissements de crédit, au démarrage, avaient un peu de difficultés à pouvoir recueillir le consentement des clients. C'est ça d'ailleurs qui a amené les États
à procéder à une modification donc, de la loi, notamment pour permettre à ce que tous les prêts antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi puissent être remontés au niveau de la base de données sans le consentement donc, du client. Donc, c'est vraiment une disposition transitoire qui a été mise en place et cela a permis de pouvoir alimenter donc, la base du BIC avec donc, ces informations. Voilà un peu donc ce que je peux dire vraiment sur les difficultés donc, de déploiement. Bien entendu, bon, il y a effectivement d'autres difficultés telles que donc, la disponibilité également de la connectivité. Par exemple, si je prends le cas des institutions de microfinance qui sont dans les zones rurales où l'accès Internet n'est pas de bonne qualité, ou parfois même cela n'existe pas. Donc, il fallait, donc cela rend difficile de pouvoir consolider les données, par exemple, de toute une fêtière et de pouvoir donc les partager à temps. Voilà. Mais aujourd'hui, je crois que les parties prenantes ont pris à bras le corps donc, ces différentes difficultés et se sont adressées avec les solutions idoines qui permettent d'avoir une participation effective à l'ensemble donc des institutions qui sont assujetties à ce dispositif-là. Merci, M. Sambaré. Je vais peut-être rester avec vous parce qu'on doit vous libérer d'ici 15-20 minutes. Alors, en fait, là, vous avez évoqué la multiplicité des acteurs, donc des assujettis qui fournissent l'information, qui fournissent des informations au bureau d'information sur le crédit. Alors, en fait, nous aimerions avoir une information un peu plus technique, c'est de savoir, alors, avant la mise en place des différents registres biométriques qui sont en train, enfin, des différents registres biométriques qui sont en train de se mettre en place dans l'UEMOA, avant cela, comment le bureau d'information sur le crédit, comment procédait-il pour s'assurer de relier les informations de compte d'un même client qui se trouve, d'un client qui dispose de plusieurs comptes dans l'UEMOA? Et autre chose que nous aimerions savoir, c'est que vous puissiez nous parler de ces fameux tests de similarité. Merci. Merci, effectivement. Effectivement, comme vous l'avez dit, il y a la multiplicité hein, donc des fournisseurs de données, donc les différents types d'identification de pièces d'identité qui sont fournies. Et je dirais même au sein d'un pays, c'est souvent très compliqué. Donc, M. Asogba l'avait dit tout à l'heure, donc quelqu'un qui est à Cotonou, il peut se faire délivrer une carte d'identité, aller à Parakou ou à Malanville ou bien à Natitengu, se faire délivrer une pièce d'identité ou sous la base donc d'un extrait de naissance et puis voilà. Mais ça, c'est effectivement souvent des cas de fraude, mais il y a des choses qui sont faites tout à fait normalement, légalement, mais qui fait du fait donc de la comment dirais-je, des difficultés donc de l'état civil, c'est souvent de bonne foi que on a en fait donc ces informations donc qui ne sont pas souvent très fiables. Effectivement, au moment où donc le projet a été lancé, les autorités, donc notamment l'autorité des tutelles que la Banque centrale n'a pas perdu de vue cette difficulté-là, sachant que dans nos pays, on n'a pas un système d'identification fiable. Donc, cela faisait partie des conditions nécessaires et suffisantes à l'opérateur qui allait être retenu de disposer d'algorithmes d'appariement, donc de tests de similarité qui vont permettre donc de pouvoir éliminer les doublons, s'assurer que un client d'une institution A qui a déclaré par exemple ses informations de crédit à partir d'une carte d'identité chez un fournisseur de données, chez un autre il a déclaré à partir donc du passeport, ailleurs par exemple bon il a déclaré par exemple bon c'est quelqu'un je ne dirais pas un migrant, donc puisque nous sommes
je dirais, nous sommes dans un espace intégré, donc on peut se retrouver donc, temporairement pour des raisons professionnelles dans un autre pays. Donc, à partir de là, on dispose, par exemple, bon, pour toutes ces opérations bancaires, de ne le faire qu'à partir de la carte consulaire, par exemple, ou de la carte de séjour, si tel est que dans ces pays-là, ces cartes sont acceptées. Donc, parfois même, pour des questions donc, pratiques, on peut être amené à avoir donc, ces informations à partir d'avoir une pièce d'identité, donc qui peut être le permis de conduire, par exemple, ou toute autre pièce d'identité. Par exemple, j'ai vu dans certains pays, les militaires, par exemple, bon, les forces de défense et de sécurité, ben, ils utilisent donc la carte professionnelle qui est acceptée par les institutions. Et ces personnes-là peuvent, peut-être pour d'autres raisons, avoir d'autres pièces d'identité. Donc, cette multiplicité de types d'identifiants fait que, bon, pour pouvoir à terme dire que voilà, cette personne, le client A, ben, c'est la même personne qui a des informations dans 5, 6 ou 7 établissements ou 10 établissements. Donc, pour ce faire, donc, nous allons nous baser sur ces algorithmes d'appariement, bon, puisqu'il y a effectivement certaines informations donc, je dirais, qui sont variables dans l'absolu. Hein. Donc, par exemple, c'est la date de naissance, bon, le nom aussi. Bon, on peut espérer que souvent, même quand il y a des éléments, il peut y avoir des choses qu'on va avoir en commun. Et la fréquence aussi d'utilisation, quelqu'un qui a peut-être plusieurs prénoms, parfois aussi il a 3 prénoms, dans certains cas, c'est 2 prénoms qui vont être utilisés. Et puis, on a aussi aujourd'hui l'avantage, grâce donc à la téléphonie cellulaire, d'avoir des informations qui aujourd'hui constituent, je dirais même, l'identifiant premier, parce que c'est grâce à ça quand même, bon, avec quand même des taux de pénétration relativement élevés, on peut dire même qu'il y a peut-être plus donc, des gens qui ont des numéros de téléphone que des gens qui ont même des pièces d'identité. Et donc, cela fait que, et généralement, le numéro, c'est, même avec le multisim, il y a souvent un numéro qu'on utilise le plus souvent parce que c'est le numéro par lequel on est en contact avec sa famille, on est en contact avec ses amis, c'est le numéro qu'on utilise aussi au niveau donc, de ses affaires. Donc, il y a ces informations-là. Ça peut être aussi le nom de la mère. Le nom de la mère, parce que bon, ça aussi, c'est quelque chose qui, même si on a des homonymes, parfois donc le fait de rajouter le nom de la mère, ça permettrait donc de réduire les homonymes. Donc, nous prenons en compte tous ces éléments, on les fait processer donc par des croisements et à partir donc de ces croisements, on peut avoir par exemple une probabilité très élevée de dire que, je dirais même parfois avec une interface de confiance relativement élevée pour être sûr donc à 98% que c'est la même personne. Et à partir de là, on prend donc ces données de ce client-là et avec un identifiant agrégé, donc dire que dorénavant, quand telle personne, on va le déclarer, ben, on va porter toutes ces informations sur cet identifiant interne au niveau du bureau d'information qui, quelque part, fait le lien entre les différents identifiants qui ont été déclarés. Et à partir de là, quand on va tirer son rapport de solvabilité, ben, on aura l'ensemble donc de ses engagements, l'ensemble de son historique, que ce soit de crédit, de paiement, et même les changements. Les changements, donc, parce que bon, quelqu'un peut changer d'adresse également. Donc, on fait un tracking de toutes ces informations. C'est-à-dire, par exemple, là où on a un intérêt de pouvoir disposer des informations de grands facturiers, parce que bon, si je prends, par exemple, la position géographique d'un compteur d'eau ou d'électricité, bon, c'est quelque chose qui est quand même une information importante, et cette information, donc, bon, sauf en cas de déménagement, on a une meilleure précision par rapport à si on voit que quelqu'un, par exemple, pendant plusieurs années, c'est la même adresse physique
pour la fourniture d'électricité. En tout cas, bon, jusqu'à ce que la technologie évolue, c'est quelque chose qui est très bien localisé. Donc, on prend en compte ces informations, donc on les traite donc par les biais de ces algorithmes et on arrive à avoir comment dire, un indicateur, un identifiant donc, pour agréger les données du client. Voilà, monsieur, donc, rapidement expliqué le mécanisme par lequel nous procédons pour comment dire, adresser la difficulté d'identification et de multiplicité donc, des identifiants dont nous disposons au niveau du bureau d'information sur le crédit. Merci à vous, M. Sambaré. Si vous permettez, nous allons introduire le deuxième axe de ce webinaire qui est relatif à l'adéquation des projets d'identification avec les besoins des populations, justement les besoins pour pouvoir inclure financièrement ces populations. Nous aurons une question d'abord pour M. Assogba et ensuite les deux dernières questions pour vous, pour pouvoir vous libérer, afin que vous puissiez prendre votre vol. Donc, je voudrais prier Eric de bien vouloir poser la question suivante à M. Assogba et ensuite, je poserai les dernières questions à M. Sambaré pour le libérer. Merci, Eric. Merci, Maxime. Dans le développement de M. Assogba, il s'est agi de plusieurs difficultés, usurpation d'identité, doublons dans les identités. M. Assogba, avec les difficultés évoquées, que pouvez-vous nous dire quant à l'adhésion des populations? Et dans le même sens, et quels sont les moyens mis à la disposition des administrations et des institutions pour vérifier l'authenticité des documents que vous délivrez? Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous avez votre CIP ou bien votre numéro d'identification unique, pour vous faire établir d'autres pièces, on ne vous demande pas nécessairement de légaliser ces pièces. Comment les administrations arrivent à authentifier ces documents-là? Merci beaucoup, Eric. Je pense tout à l'heure que M. Adamou, en parlant, parlait de la multiplicité des sources d'informations. Le Bénin a réglé cette question avec la promulgation de la loi relative à l'identification des personnes physiques en République du Bénin. Cette loi, d'ailleurs, qui permet de délivrer les autres pièces d'identification à partir d'une source unique, qui est le registre national des personnes physiques, donc le registre biométrique. Donc, désormais au Bénin, pour avoir sa pièce nationale d'identité biométrique, c'est la même source, c'est le RNPP. Pour avoir son passeport, c'est la même source d'information. C'est toujours le registre national des personnes physiques. Pour avoir son permis de conduire, c'est la même source. Toujours le registre national des personnes physiques. Et même au niveau de nos représentations diplomatiques et autres, la loi prescrit que pour se faire établir une carte consulaire, il faut forcément partir de la même source, le registre biométrique. Et donc, sur ces différentes pièces, mention est faite du numéro personnel d'identification, qui est un identifiant unique, qui règle d'ailleurs la question de la multiplicité des identifiants. Donc, le Bénin, désormais, a fait la politique de la promulgation de l'identifiant unique, qui est obtenu à partir des données nominatives et personnelles de l'intéressé, qui est obtenu également à partir de ces données biométriques. Et donc, c'est l'association de ces deux qui génère l'identifiant unique, qui déjà est sur la personne même jusqu'à sa mort et intervient dans le cadre de sa succession. Donc, vous comprenez aisément qu'à partant de là, ça règle un certain nombre de problèmes de la multiplicité et des sources documentaires et autres. Et par rapport à la question que vous m'avez posée, je dois dire que l'adhésion de la population est massive, surtout que grâce à la loi dérogatoire et aux dispositions de la loi portant l'identification des personnes physiques, les documents que nous délivrons servent facilement d'accès aux services sociaux de base. Donc ceux même qui en temps étaient réticents à se faire enrôler au RAVI courent aujourd'hui de partout et supplient presque pour se faire prendre en charge dans le registre biométrique. Donc c'est l'utilisation qui est faite et l'exploitation, je veux dire,
qui est fait du registre national des personnes, qui suscite aujourd'hui l'engouement de la population et la reconnaissance par l'État, bien entendu, c'est une réforme de l'État, par les pièces qui sont délivrées par l'Agence nationale d'identification des personnes. C'est vrai que ces pièces ne sont pas à légaliser. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ces pièces dérivent en réalité des données biométriques d'abord et des données nominatives et personnelles de la personne qui s'est fait enrôler. Et vous verrez bien, c'est encodé, crypté par exemple sur l'acte de naissance que nous délivrons, le numéro personnel d'identification qui est un identifiant unique. Mais nous avons mis à la disposition des institutions chargées de contrôle des API qui leur permettent d'avoir accès même aux documents sources et de pouvoir identifier clairement la personne qui a présenté le document. Et évidemment, aux institutions financières également, nous mettons à disposition des API qui leur permettent de saisir en entrée le numéro du document qui leur est présenté, de scanner le code QR et d'avoir en retour, venant de la source du RNPP, le document que l'ANIP a délivré. Donc voilà, tant d'éléments qui permettent d'abord d'authentifier le document et nous avons également d'autres dispositifs qui permettent d'authentifier l'utilisateur du document. Donc, en saisissant son NPI, en lui demandant, par exemple, de poser son doigt sur un capteur d'empreinte biométrique et grâce à l'interopérabilité que nous mettons en place avec les différents systèmes, vous appelez directement les informations de l'intéressé et vous avez tous les éléments qui vous permettent de l'authentifier de façon unique. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à cette préoccupation. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le gouvernement a décidé de ne pas faire et légaliser les pièces sécurisées que nous délivrons. Je pense que jusqu'à ce que quelqu'un ne me prouve le contraire, l'élément probant qui permet quand même d'identifier une personne de façon unique aujourd'hui, plus ou moins, c'est quand même la biométrie. Et donc, nos documents sont fondamentalement basés sur la biométrie de l'intéressé. Voilà ce que je pourrais dire. Merci, M. Aksegba. Je vais peut-être très rapidement poser deux questions à M. Sambaré pour pouvoir le libérer. En fait, longuement dans ce webinaire, on est revenu, et déjà dans mon introduction, j'indiquais que grâce justement à la mise en place du registre biométrique, il y a 2 500 000 Béninois qui ont finalement pu avoir une identité, des personnes qui ne disposaient même pas d'un acte de naissance. Donc, ce sont aujourd'hui des personnes bancarisables, donc des clients potentiels pour le secteur financier. Et donc, la question que j'aimerais poser à M. Sambaré, c'est comment on pourrait arriver à bancariser les nouveaux prospects qui ont bénéficié des programmes d'identification à l'image de celui qui a été conduit au Bénin, puisqu'il y a plusieurs programmes dans l'UMOA qui sont soit achevés, soit en cours. Donc, comment on peut bancariser ces nouveaux prospects et quelles sont les opportunités qui s'offrent à ces personnes en rejoignant le secteur financier et en sortant de l'informel? Merci, monsieur. Je crois que là, pour le secteur bancaire, de manière générale, en incluant donc la microfinance, en tout cas, et toutes les entités qui ont vocation à recueillir soit des dépôts ou à offrir donc des financements, je dirais que c'est vraiment un outil de soulagement que de pouvoir disposer d'une identification biométrique. Parce que c'est naturel, parce que comment dirais-je, quelle que soit votre relation, je veux dire, ça part donc de l'identification. Donc, tant qu'on n'a pas identifié donc la personne, on ne peut même pas rentrer en relation avec cette personne. Et une fois qu'on l'a identifié, il faut l'authentifier. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est possible. Tout à l'heure, M. Aksegba a parlé d'API qui vont permettre à pouvoir vérifier l'identité, à pouvoir s'assurer que est-ce que la pièce que j'ai, est-ce que c'est une pièce authentique? Donc, déjà, je pense que ça, c'est quelque chose qui permet aux fintech aujourd'hui et même aux institutions de microfinance qui ont vocation à aller vers le numérique, vers la digitalisation des opérations, de pouvoir faire un recrutement important, un recrutement en masse, de pouvoir mettre en place donc
des process qui vont permettre donc de faciliter donc les transactions. Récemment, j'avais suivi donc le cas du développement donc d'M-Pesa, par exemple, au Kenya, où plus de 85% donc des M-Pesa a permis de pouvoir bancariser 85% de la population, des gens qui avant n'avaient aucune possibilité d'accéder à des comptes. Donc, grâce à cet outil donc, de porte-monnaie mobile, de porte-monnaie électronique, bon, ont pu avoir accès à des opérations. Aujourd'hui, les solutions techniques existent et l'une des difficultés, effectivement, puisque en termes donc de Know Your Customer et même réglementaire, l'identification est quelque chose qui est requise. Maintenant que les institutions financières et tous les gens qui travaillent dans cet écosystème ont la possibilité donc de pouvoir identifier les clients, ça ne pourra que faciliter donc la bancarisation. Et d'ailleurs, quand on regarde le taux donc de pénétration ou le taux d'inclusion financière au Bénin, on peut dire qu'aujourd'hui, il est au moins de 75%. Donc, des clients qui soit ont un compte bancaire ou disposent d'un porte-monnaie de mobile money. Donc, et cela ne pourra aller que crescendo parce que les gens n'attendent que ça. Et en plus, par rapport à la problématique donc de l'informel, les transactions financières, par exemple, pour le porte-monnaie électronique, donc, sont limitées quand vous n'êtes pas identifié. Quand le client n'est pas identifié, vous ne pouvez pas faire des opérations au-delà d'un certain montant. Et là, grâce donc à ces identifications, ça permettra d'offrir la possibilité aux clients qui, par exemple, avant, étaient obligés de faire donc, des transactions plus ou moins, je dirais, informelles, vont pouvoir donc faire ces transactions de manière formelle et au regard également aussi donc en termes de sécurité également, ça permet de sécuriser les fonds, de sécuriser donc les transactions. Et je pense que là, les populations ont tout intérêt donc, à aller vers donc, ces dispositifs et les fournisseurs donc, de solutions, que ce soit les prestataires de services numériques, que ce soit donc les banques, vont pouvoir développer leurs activités. Et je dis que c'est une opportunité qui s'offre donc à l'ensemble donc de ces institutions. Nous avons une question de Afisou Ali qui souhaiterait savoir si Crédit Info, dans sa conception actuelle, permet aux institutions financières, que ce soit les banques ou des microfinances, d'avoir une idée des engagements d'un citoyen de la zone UEMOA. Oui, tout à fait, parce que bon, Crédit Info donc, a l'avantage d'être un bureau d'information régional. Donc, nous avons une base de données régionale aujourd'hui, que ce soit les institutions du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger ou de n'importe quel pays de l'espace IMOA, ils déclarent les données à la même base de données. Donc, c'est le même dispositif de partage et comme je l'avais dit également, on a la possibilité, donc, grâce à certaines informations donc, démographiques donc, du client, de pouvoir l'identifier et de pouvoir donc, agréger ces engagements, ces historiques donc, de paiement sur un seul rapport de solvabilité. Donc, cela se fait et c'est ça aussi donc l'objectif, notre raison d'être également, donc c'est de pouvoir disposer donc de cette base de données régionale qui, je le dis donc en passant, est le seul donc, bureau régional donc, à travers le monde. Merci, M. Sambaré. Désolé, nous avons retenu 15 minutes de plus, mais nous n'allons pas rajouter une seconde de plus. Merci à vous pour le temps que vous avez bien voulu consacrer à l'association, à ses membres, aux participants de ce webinaire. Nous vous sommes infiniment reconnaissants, M. Sambaré. Merci à vous de nous avoir honorés de votre présence. C'est moi qui vous remercie. Donc, je vous souhaite vraiment une bonne suite. Et je suis vraiment désolé pour les participants. J'aurais voulu rester avec vous jusqu'à la fin.
mais ce n'est que partie remise. Donc, on est ensemble, comme on dit à Abidjan. Allez, bonne suite. Merci. Merci à vous. Je prends l'engagement de vous réinviter en 2022. Merci, monsieur. Merci. Au revoir. Bye. Donc, nous allons poursuivre ce webinaire, chers participants. Donc là, je vais laisser la parole à Eric pour la suite des questions. Nous allons terminer le webinaire avec monsieur Assogba. Monsieur Assogba, je vous informe déjà, nous avons beaucoup de questions dans le chat box pour vous, mais je laisse d'abord la parole à Eric pour terminer avec les questions que nous avons prévues sur ce panel et après, nous prendrons les questions des participants. Eric, tu as la parole, s'il te plaît. Merci, Maxime. C'est vrai que c'est M. Assogba qui jouera le grand rôle aujourd'hui. Parce que je suis en train de lire les questions. Toutes ces questions sont orientées vers vous. Bon, je reviens à moi, ma question. Dans une discussion, j'ai eu dit qu'il y a un portail de l'identité numérique. Pouvez-vous nous parler un peu de ce portail-là et quelle sera son utilité pour la population? D'accord. Et merci beaucoup. C'est vrai qu'au Bénin, il y a 3 agences fondamentales qui concourent à la politique du gouvernement en matière de l'écosystème du numérique. Il y a l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, il y a l'Agence nationale des services et systèmes d'information qui est l'ACI, et il y a également notre agence, l'Agence nationale d'identification des personnes, qui s'occupe de toute la politique et de toutes les réformes en matière de l'identification des personnes au Bénin. Donc, l'ACI et l'ANSSI ont mis en place la PKI nationale, qui est en réalité l'infrastructure à clé publique. Et ils ont créé un portail à cet effet qui permet de donner des informations pour l'obtention du certificat électronique. Donc, c'est dans ce cadre que cette plateforme a été mise en place, mais elle n'est pas encore opérationnelle. Donc, il y aura une communication autour dès qu'elle sera opérationnelle, puisque le déploiement de la PKI continue toujours. Voilà pour ce qui concerne cette plateforme. D'accord. Je constate que ça sera vraiment utile pour la population. Tout à fait. Je ne sais pas. Et Maxime, tu continues avec les questions ou bien je pose la dernière question à M. Assogba? Je t'en prie, tu peux aller. OK, bon, je reste dans le même registre. C'est vrai, il y a eu beaucoup d'avancées dans l'identification des personnes. Quelles sont les perspectives pour une meilleure inclusion financière des populations nouvellement enregistrées sur les registres biométriques des pays de l'UEMOA? Merci beaucoup. Et les perspectives sont très alléchantes en ce sens que nous avons compris le besoin de plus en plus croissant de la population d'avoir les pièces nécessaires pour l'accès aux services financiers notamment. Et ça, c'est déjà traduit dans notre PTA pour l'année prochaine pour une prise en charge massive de cette population parce que nous avons déployé sur l'ensemble du territoire national des points d'enrôlement continu de façon à permettre même à ceux qui n'avaient pas pu bénéficier au cours des différentes phases d'enrôlement de se faire prendre en charge. Et nous avons en vue de renforcer la capacité mémorielle du registre national des personnes physiques de façon à accélérer le traitement des données pour permettre rapidement à ceux qui se feront enrôler d'avoir en moins d'une semaine leur certificat d'identification personnelle qui sert aujourd'hui de base à l'accès aux services financiers. Voilà ce que je peux dire pour favoriser l'inclusion sociale. Mais par ailleurs, je voudrais ajouter que le gouvernement, avec l'appui de la Banque mondiale, a bénéficié d'un crédit qui permettra de rendre disponible gracieusement le numéro personnel d'identification qui est l'identifiant unique à toute personne. Et cela pourra leur permettre, puisque dans toutes les procédures administratives aujourd'hui, le numéro personnel d'identification est demandé. Et nous avons pris en compte le fait qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens nécessaires, même pour se faire établir le certificat d'identification personnelle, qui est le support par excellence du numéro personnel d'identification. Et donc, à travers ce projet, nous rendrons disponible gratuitement pour l'ensemble de la population et le numéro personnel d'identification à travers le certificat du numéro personnel d'identification, qui en fait
ne mentionnera pas la nationalité ni autre document permettant d'exclure la personne. Voilà. Merci beaucoup, M. Assoba. Avec la complicité de Maxime, est-ce qu'on peut déjà aborder les questions des participants? Absolument, absolument. OK, je te laisse alors conduire. OK, merci Eric. Donc, nous avons une question de M. Afisou Ali qui remercie d'abord les panélistes pour leurs brillantes interventions. Et il voudrait savoir quelles sont les dispositions qui sont prises par l'ANIP pour corriger les difficultés rencontrées depuis un moment, à savoir l'impossibilité pour les citoyens de se faire délivrer des pièces d'identité biométriques. D'accord. Je voudrais remercier celui qui a posé la question. C'est une bonne question. Et je voudrais simplement rappeler qu'avant juin 2021, les cartes nationales d'identité biométrique que l'ANIP délivre étaient commandées en dehors du pays. C'est des cartes à puce, donc ça nécessite un long processus. Mais déjà, depuis le 1er juillet passé, le Bénin dispose d'un centre officiel d'impression des titres sécurisés. Et déjà, à partir de ce moment, quand quelqu'un demande sa pièce d'identité biométrique, logiquement, en moins de 2 semaines, la personne l'obtient, puisque les impressions se font par l'eau. Donc, il n'y a aucune difficulté actuellement pour la délivrance des pièces d'identité. Par ailleurs, ceux qui, avant juin, ont eu des difficultés à obtenir leur carte nationale d'identité biométrique, s'ils apportent la preuve du paiement et le certificat d'identification personnelle. À moins de 10 jours, nous veillons à ce que ceux-là puissent entrer en possession de leur carte biométrique. Donc, c'est dit donc qu'aujourd'hui, le Bénin a une capacité de production de plus de 5000 cartes biométriques par jour. Voilà ce que je peux dire par rapport également à cette question. Et par ailleurs, c'est vrai que les demandes de pièces d'identité telles que le certificat d'identification personnelle qui se font sur le site de l'ANIP et à Kadiang, c'est le même jour que le requérant obtient sa pièce d'identité. En ligne, c'est en fonction du nombre de demandeurs, parce que ce n'est pas un traitement automatique. Il s'agit d'un document d'identité et donc il y a toujours un traitement en back-end. Quand on vérifie d'abord la consistance des données, on vérifie si les documents produits par le requérant comme preuve sont en adéquation avec les renseignements fournis lors de l'enregistrement au registre biométrique des personnes. Et quand il y a une concordance, il n'y a aucune raison pour que la personne n'obtienne pas sa pièce. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à cette question. Merci, M. Assoba. Nous avons une nouvelle question pour vous, cette fois-ci de Kwasi Olivier Yao. Donc, ce qu'il souhaiterait savoir, c'est s'il y a des dispositions pour l'identification des personnes sujettes aux catastrophes naturelles ou par exemple aux réfugiés, afin de leur permettre d'avoir accès aux services financiers tout en évitant des cas de fraude. Je vous remercie beaucoup. Le dispositif béninois permet l'inclusion, en ce sens que la loi portant identification des personnes physiques en République du Bénin permet de délivrer le certificat du numéro personnel du résident. Donc, le certificat d'identification personnelle du résident à toute personne étrangère qui se fait enrôler au registre biométrique des personnes physiques. Et donc, pour ceux qui sont victimes des catastrophes et autres qui ont perdu leurs documents, sous témoignage simple, on peut les faire enrôler et s'ils déclarent être de nationalité étrangère, un document, le certificat d'identification personnelle du résident leur est délivré. Et évidemment, ça joue presque le même rôle, à part que pour le Béninois, c'est un certificat d'identification personnelle et pour l'étranger, c'est un certificat d'identification personnelle du résident. Donc, c'est pratiquement le même accès au service. Merci, monsieur Assoba. Je crois que nous avons encore une question d'un participant qui suit avec beaucoup d'attention ce webinaire. Il s'agit de Ali Afisou. Donc, la question suivante qu'il pose, elle est relative
relative en fait, à ces équipements-là qui sont en fait posés par l'ANIP afin de pouvoir authentifier l'identité. Donc, ce qu'il souhaitait savoir, c'est si l'équipement de l'ANIP permet aux institutions financières de confirmer l'authenticité des documents présentés par les clients. Et non, ce qu'il souhaitait savoir, c'est si ces équipements sont déjà déployés au niveau des banques. Excusez-moi. Merci beaucoup. En réalité, il ne s'agit pas d'équipements spécifiques. C'est des bouts de code, des API, que nous mettrons simplement à la disposition, et bien nous le faisons déjà, à la disposition des institutions financières. Ça leur permet d'interagir avec notre système. On peut l'installer sur n'importe quel poste. Et au niveau des systèmes de contrôle des autres institutions telles que la police républicaine et autres, c'est juste sur des téléphones portables que nous les installons. Et en scannant le code QR de n'importe quel document, ils peuvent interagir avec notre système et authentifier le document. Il s'agit de deux activités différentes. La première consiste à authentifier le document et la deuxième activité, c'est pouvoir authentifier le porteur du document. Donc, authentifier le document n'a pas de problème, c'est un API. Mais authentifier le porteur du document a besoin de terminaux beaucoup plus spécifiques, tels que des capteurs. Il faut forcément un capteur d'empreinte, parce que pour authentifier la personne chez nous, c'est d'abord que la personne pose son doigt et en plus saisir le MPI. Et en interaction avec notre système, ça renvoie la réponse pour dire oui, c'est telle personne. Et ce même système est envisagé pour être déployé au niveau des GSM avec qui nous sommes en partenariat et pour authentifier les abonnés, de telle sorte à lutter un peu contre la cybercriminalité et autres. Voilà ce que je peux dire par rapport à la question de M. Afis, que je remercie, que je salue au passage. Merci, M. Assoba. Là, je crois qu'il y aura une question qui vient peut-être même deux questions qui viennent maintenant du panel. Alors là, je laisserai Giresse poser sa question. OK. Alors, la question, elle est toute simple. En fait, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on passe par une identification des personnes, d'accord, aujourd'hui au niveau des institutions financières à partir du CIP, de la carte biométrique et du numéro d'identification personnelle, alors que dans la procédure même d'enrôlement des personnes physiques, il avait été prévu que les empreintes de ces personnes-là soient recueillies. Donc, je me dis qu'avec un lecteur d'empreintes biométriques qui est beaucoup plus recommandé dans des projets d'identification de personnes, pourquoi est-ce qu'on n'est pas tout de suite partir vers ça, histoire donc de doter donc ces institutions financières-là du lecteur, de les accompagner dans ce sens-là, afin que même sans carte, c'est-à-dire simplement avec son empreinte digitale, au niveau d'une institution bancaire ou bien au niveau d'une administration publique, que le client puisse faire ses opérations directement à partir de son empreinte digitale. Comme je l'avais dit tantôt, il y a deux moyens. C'est une option. Il y a l'option de faire appel aux documents sources à travers l'API et ne nécessite aucun coût, ou carrément acquérir des terminaux pour l'authentification directe. Et je pense que la politique du gouvernement, c'est de faciliter l'authentification des usagers. Et dans ce sens, le gouvernement a mis en place tout le nécessaire qu'il faut pour atteindre cet objectif. Il appartient aux institutions financières, si elles décident d'opter pour l'authentification directement en recueillant l'empreinte biométrique de l'usager, nous mettrons à disposition le registre national des personnes physiques, notre base de données nationale, pour que cette authentification se réalise. Comme je le disais, c'est le cadre avec les GSM. La responsabilité revient aux GSM de pouvoir acquérir les terminaux dont ils ont besoin pour recueillir l'empreinte digitale des usagers, et nous, en retour, nous mettons à disposition l'API qui permet de réaliser l'opération et le registre national des personnes physiques. Voilà ce que je peux répondre par rapport à ces questions. Il y a deux branches. Soit vous décidez, les institutions financières décident de procéder à l'authentification du document que l'ANIP a délivré, et dans ces conditions, nous mettons gracieusement à la disposition des institutions financières
l'API. Et ça, c'est très simple à faire. Il suffit simplement que nous envoyons nos techniciens pour l'installer sur n'importe quel terminal à cet effet. Ou vous optez directement pour l'authentification de l'usager. Et dans ce cas, il s'agit pour l'usager de poser l'une de ses empreintes et de pouvoir recueillir son NPI. Je l'ai dit, nous mettrons à disposition notre base de données pour réaliser l'opération, mais il ne nous revient pas. Nous allons indiquer le capteur qu'il faut avec tout ce qu'il faut comme spécification technique, mais je ne suis pas sûr que l'État soit en mesure d'investir dans l'acquisition des terminaux à mettre à la disposition des institutions financières. Bon, nous allons quand même démarcher des projets, nous irons vers la Banque mondiale et autres institutions pour voir dans quelle mesure ces institutions peuvent nous accompagner pour réaliser cette préoccupation qui est prise en compte. Merci, M. Assogba. Je crois que le temps qui nous est imparti pour l'organisation de ce webinaire, le temps s'égrène. Je crois que nous allons tout doucement vers la fin. Donc, avec la complicité d'Éric, nous allons essayer de résumer un tout petit peu aux différentes interventions sous chacun des axes. Donc, je vais commencer par le premier et je vais prier Éric ensuite de résumer les deux derniers axes. Donc, juste pour rappeler, le premier axe de ce webinaire consistait en fait à pouvoir présenter les institutions que nous recevons justement sur ce panel, donc l'Agence nationale d'identification des personnes et le Bureau d'information sur le crédit. Donc, sous cet axe, il s'agissait en fait de pouvoir faire un état des lieux de l'identification des populations et des clients du secteur de l'UEMOA. Donc, ce que nous pouvons dire, de la situation du Bénin, c'était une situation qui était caractérisée par une duplication des identités et une facilité en fait à pouvoir, d'une certaine façon, présenter des identités qui ne sont pas des identités qu'on pourrait pratiquement qualifier de fictives. Donc, nous étions dans une situation qui n'était pas du tout fiable et c'est ce que le gouvernement du Bénin a voulu corriger en initiant en 2017 ce qu'on appelle le recensement à vocation d'identification de la population, le RAVI. Donc, il s'agissait en fait de pouvoir mettre en place un registre biométrique qui permet d'identifier les populations béninoises, ou on va dire les résidents au Bénin. Concernant le bureau d'information sur le crédit, la genèse du bureau d'information sur le crédit a été faite. Donc, il est important de rappeler qu'on est parti d'un constat dans l'UEMOA qui était caractérisé par une faible disponibilité de crédit à l'économie. Donc, si on rapporte le montant des crédits bancaires au produit intérieur brut, on se retrouvait à une moyenne de 20-25%. Et donc, ce niveau a été estimé par les ministres des Finances de l'UEMOA. Ce niveau a été estimé quand même très faible par rapport à d'autres pays où le niveau des crédits à l'économie représentait 200% du produit intérieur brut. Donc, c'est de là qu'un certain nombre d'actions ont été engagées, par exemple l'organisation de séminaires de haut niveau. Et ces séminaires de haut niveau ont permis de faire ressortir une importante difficulté que rencontraient les institutions financières, qui est l'asymétrie d'information. Donc, cette difficulté ayant été relevée, l'action corrective ou la mesure qui a été prise était de mettre en place une institution qui permettrait de pouvoir, d'une certaine façon, partager les informations concernant les emprunteurs du secteur financier. Donc, c'est dans ce cadre qu'une loi uniforme a été votée, a été adoptée en 2013, une loi portant création du bureau d'information sur le crédit. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut également préciser qu'à côté de cela, nous avons aujourd'hui, en termes d'identification des populations, il y a plusieurs initiatives qui sont en cours à l'échelle des différents pays de l'UEMOA et même de la CEDEAO. Et la CEDEAO aujourd'hui a un projet d'uniformisation en fait des documents d'identité des citoyens de cet espace-là. Donc, ce qu'on peut retenir de cette première partie, c'est que l'identité numérique aura un rôle prépondérant dans la fourniture d'informations fiables pour le secteur financier. Et il y a quelques difficultés en fait qui ont été partagées à la fois par monsieur Assogba de l'Agence nationale d'identification des personnes et monsieur Sambaré du Bureau d'information sur le crédit. Il y a quelques informations sur les difficultés qui ont été rencontrées, notamment
au niveau de l'ANIP, certains politiciens, qui ont tenté de démobiliser les populations dans le but de pouvoir faire échouer l'opération du RAVI. Nous avons au niveau du bureau d'information sur le crédit, pour ne pas être long, la mise en place des textes réglementaires qui a pris un peu de temps. Il y a eu beaucoup de taux de rejet dans cette tentative de pouvoir limiter les doublons, donc des comptes existants en double dans le secteur financier. Il y a eu beaucoup de taux de rejet. Et il faut également indiquer qu'il y avait aussi une faible culture du partage de l'information sur le crédit dû à des facteurs soit sociaux, culturels ou bien religieux. Donc, je vais m'en arrêter là pour le premier axe. Je laisse la parole à Eric pour résumer les deux derniers axes. Merci, Max. Je constate que tu as fait un bon résumé du webinaire. Ce n'est pas seulement le premier axe parce qu'il y a beaucoup d'informations du deuxième et du troisième axe qui se retrouvent dans ton résumé. Je vais juste compléter. Pour le second axe, si je prends le développement de M. Assoba, nous avons constaté quand même une unicité au niveau de la source d'information, parce que bien avant, les informations venaient de toutes parts et les recouper, c'était difficile. Il y a eu une adhésion massive de la population, et ce qui fait que après l'identification constatée, il y a maintenant un accès facile à la population, pour la population, à des services financiers. Le troisième axe, tout ce que je peux déjà dire, à part ce que tu as déjà dit, c'est l'ouverture des API pour la vérification des identités. Donc, je ne sais pas si tu as encore quelques autres points à compléter. Oui, peut-être deux éléments provenant cette fois-ci des questions des participants par rapport à la lenteur qui a été relevée en termes de délivrance des titres sécurisés. Donc, le Bénin dispose aujourd'hui d'un centre d'impression des titres sécurisés, ce qui fait que ça va beaucoup plus vite. Concernant les personnes des migrants, aujourd'hui, c'est important de préciser qu'il est également possible de pouvoir délivrer des certificats d'identification des résidents. Donc, je crois que ce sont les deux informations que je voudrais peut-être compléter afin de pouvoir clôturer cette partie relative au résumé du webinaire. Donc, merci, Maxime. Merci, Eric. Donc, sur ce, je voudrais passer la parole au secrétaire général de l'association, justement, pour clôturer cette session. Merci, Jires. OK, merci, cher modérateur, merci Maxime, merci Eric. Chers panélistes, merci également pour la qualité des échanges que nous avions eus et surtout pour les précisions qui ont été apportées aux participants dans cette dernière rubrique que nous avions abordée, là, la rubrique des questions et des réponses. Alors, nous n'avions pas la prétention d'avoir abordé tous les aspects de la thématique, mais nous espérons quand même avoir suscité au niveau de chaque participant, au niveau de chacun de vous, des réflexions efficaces sur les différents aspects les plus poignants de cette thématique-là. Donc, je voudrais inviter chacun à poursuivre et à approfondir les échanges à travers nos canaux digitaux et donc sur nos pages LinkedIn et Facebook, par exemple, dont les liens vont être disponibles dans l'instant qui suit dans le chat box du webinaire. Et pour finir, je voudrais vous remercier pour les riches échanges que nous avions eus, mais surtout pour avoir sacrifié de votre temps afin de nous suivre depuis ce matin, malgré vos multiples occupations. Donc, nous prenons l'engagement de vous revenir très prochainement pour des moments encore plus intenses et plus intéressants. Merci encore à nos chers panélistes, M. Assoba et M. Sambaré. Très bon vol à lui. Merci pour nous avoir honorés de votre présence. Je vais souhaiter, pour finir, un joyeux Noël par anticipation à chacun de vous et une très, très bonne fête de fin d'année à nous tous. Je vous remercie. Eric, Maxime, je vous retourne la parole. Merci, Jires.
Je ne sais pas si tu peux dire, parce que dans le chatbot, quelqu'un demande comment adhérer à l'association. Est-ce que tu peux leur faire un bref résumé de comment le faire? Pour adhérer à l'association, c'est tout simple. En fait, il suffit de remplir donc un formulaire en ligne que nous allons bientôt finaliser et mettre à disposition donc, de tous les participants qui le souhaitent. Donc, vous remplissez le formulaire en ligne. Il y a une quote-part qu'il faut payer donc, pour intégrer et adhérer à l'association. Il y a une copie donc, des statuts et des règlements intérieurs de l'association qui vous sera remis. Donc, pour prendre connaissance en fait de tout ce qui est activité que nous menons au sein de l'association et pour nous accompagner dans tout ça. Donc, ce que je proposerais, c'est que justement, dans nos différents canaux digitaux, que les personnes intéressées puissent nous saisir officiellement sur Facebook, sur LinkedIn, sur WhatsApp également. Nous sommes disponibles donc pour leur fournir toutes ces informations-là afin que très rapidement, ils puissent nous rejoindre dans l'association. Merci. Merci, Giresse. Donc, un lien YouTube a été partagé dans le chat box. Donc, voilà. Donc, vous avez déjà un point de repère pour pouvoir joindre l'association et nous existons également sur LinkedIn. Association des professionnels de la finance digitale DFI Bénin, vous nous retrouvez sur LinkedIn. Sur ce, sur le mot de clôture du secrétaire général de l'Association des professionnels DFI Bénin, je voudrais remercier tous les panélistes et tous les participants et je vous souhaite une excellente journée. Merci et au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci à tous, au revoir. The Benin Association of Digital Finance Professionals, DFI Benin in short, is comprised of volunteers from different educational and professional backgrounds, including banking, telecoms, fintechs, regulatory bodies, insurance companies, and so on and so forth. We are all trained at DFI and are holders of the certificate in digital money at a minimum. And we are centered around a common goal, which is the promotion of financial inclusion in the country, in the sub-region, and internationally. If you have an interest for digital finance, I strongly encourage you to join DFI Benin, which happens to be part of the Alliance Group. The Alliance Group is a group of digital finance practitioner associations from across the globe. And as a matter of fact, Benin and Senegal are the only Francophone founding members of the Alliance Group. By joining DFI Benin, you actually join a global league of digital finance practitioners from the 5 continents, which offers a great deal of opportunities in terms of networking, education, and career advancement. Institutions and corporations are not left alone. You are also welcome to enroll your staff by enrolling them to the various online digital finance training sessions offered by DFI.